Bonjour et bienvenue sur IFA News numéro 5. Comme d'habitude, on a le plaisir d'accueillir Claire et Pierre-Christian. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Christian. Bonjour. Donc sur votre IFA News numéro 5, deux thèmes aujourd'hui. Le premier thème parlera des prélèvements sociaux sur les compartiments en euros des contrats multisupports. Et puis dans un deuxième temps, nous reviendrons sur le sort des capitaux d'essai lors du décès d'un bénéficiaire. Tout de suite, notre première thématique, le projet de texte prévoyant l'application des prélèvements sociaux sur la part en euros des contrats en unité de compte multisupports est paru. Pour bien comprendre ce qui va changer, et sous réserve du vote définitif du texte, Claire va nous rappeler les règles applicables actuellement. À toi Claire. Actuellement, les contrats multisupports subissent les prélèvements sociaux sur le produit imposable lors des rachats et depuis le 1er janvier 2010 sur la plus-value non rachetée constatée lors du décès de l'assuré. Les contrats monosupports subissent quant à eux les prélèvements sociaux dès l'inscription des produits en compte, au fil de l'eau, par exemple tous les ans. Rappelons également que le taux global des différents prélèvements sociaux s'élève aujourd'hui à 12,1% et que d'après nos dernières informations, ce taux passerait à 12,3% au 1er janvier 2011. Alors que nous dit précisément ce texte, Claire? D'après le projet, les contrats multisupports subiraient les prélèvements sociaux en deux temps. D'une part, sur le compartiment en euros, selon une règle proche des contrats monosupports, c'est-à-dire que le fait générateur sera désormais l'inscription des produits sur le support en euros. D'autre part, les prélèvements sociaux seraient également prélevés lors des rachats ou lors du décès sur la part de produits qui n'auraient pas encore subi les prélèvements sociaux, que cette part de produits provienne du fonds en euros ou des unités de compte. Rappelons que l'inscription des produits intervient lors de la capitalisation de la participation au bénéfice ou d'un taux garanti. Ces produits seront donc désormais amputés des prélèvements sociaux. Par ailleurs, précisons que si, à l'occasion d'un arbitrage du support euro vers des unités de compte, une inscription intervient, il faudra également régler les prélèvements sociaux. En revanche, si un arbitrage des unités de compte vers le support euro cristallise une plus-value réalisée sur les unités de compte, il n'y aura pas de prélèvements sociaux à cette occasion. Très bien, donc ça ne marche que dans un sens. Mais alors, Pierre-Christian, que se passerait-il s'il y avait baisse sur les contrats en unité de compte, sur les supports en unité de compte? Alors, dès lors que le souscripteur aura investi une part de ses primes sur les unités de compte, la performance globale du contrat sera nécessairement différente du seul support en euros. Au final, il pourrait donc y avoir une déconnexion entre l'assiette des prélèvements sociaux et la plus-value effectivement constatée lors du dénouement du contrat. Pour éviter cela, le projet de texte prévoit un mécanisme de restitution lors des rachats partiels, du rachat total ou du décès s'il y a eu un trop perçu en raison de l'évolution défavorable des unités de compte. Ce mécanisme de restitution nécessitera de comparer d'une part le montant des prélèvements déjà effectués lors de l'inscription des produits sur le compartiment euro du contrat, et d'autre part, le montant définitivement dû et calculé lors de l'opération de rachat ou lors du décès. Le montant à restituer sera recrédité par l'assureur sur le contrat de l'assuré. L'assureur déduira ensuite ce montant avancé à l'assuré du versement effectué le 15 de chaque mois au Trésor au titre de l'ensemble des prélèvements sociaux collectés le mois précédent. D'accord, donc un point important, ces règles valent-elles également pour les contrats en cours? Alors, la mesure devrait s'appliquer uniquement aux intérêts inscrits sur les contrats de 2011. Elle ne s'appliquerait ni à la participation au bénéfice 2010 crédité 2011, ni à la plus-value latente accumulée sur le fonds en euros au 31 décembre 2010 depuis l'origine du contrat. Pour ces produits déjà accumulés ou acquis sur les contrats au 31 décembre 2010, les prélèvements sociaux seront réglés lors du rachat ou lors du décès, comme c'est déjà le cas actuellement. D'accord. Donc, en conclusion, vous l'avez sans doute compris, pour l'assureur, de lourds développements de gestion sont à prévoir. Pour l'assuré, finalement, une règle assez simple à retenir. Un prélèvement au fil de l'eau sur le fonds en euros, suivi d'une régularisation lors des rachats ou du dénouement du contrat. Nous ne manquerons pas évidemment de revenir vers vous une fois la version définitive du texte adoptée. Simplement une précision, deux amendements viennent de sortir. Pierre-Christian, est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, nous voulons également vous informer que deux amendements au projet de loi de finances pour 2011 intègrent, ou plutôt intégreraient dans les revenus à prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal et du droit à restitution, les produits des fonds en euros des contrats multisupports. Pour le calcul du bouclier, le rapport impôt sur revenu ne doit pas excéder 50%. On sait que dans les impôts à prendre en compte figurent les prélèvements sociaux. Avec le projet dont nous venons de parler, les prélèvements sociaux sur le fonds en euros des contrats multisupports
seront donc également pris en compte dans les impôts pour le calcul du bouclier. Mécaniquement, donc, sans les amendements en cours de discussion, les bénéficiaires du bouclier auraient donc vu leur restitution majorée. C'est ce que tentent à éviter ces amendements en intégrant également dans le calcul du bouclier, dans la partie revenus, les produits des fonds en euros des contrats multisupports. Voici donc une belle occasion d'inverser la jurisprudence Nemo favorable que nous avons eu l'occasion d'évoquer dans un précédent Tifa News. Et on se retrouve maintenant tout de suite pour notre deuxième thématique. Notre deuxième thématique pose la question suivante: à qui revient le capital d'essai en cas de décès du bénéficiaire? L'attribution du bénéfice d'un contrat d'assurance vie est un droit relevant exclusivement du souscripteur. La clause bénéficiaire devra exprimer sa volonté de manière très claire. C'est pourquoi la rédaction de la clause bénéficiaire doit faire l'objet d'un soin tout particulier. Pour cela, il convient notamment de savoir à qui revient le capital d'essai lors du règlement du contrat lorsqu'un bénéficiaire de premier rang vient à décéder. Doit-il revenir aux autres bénéficiaires ou aux héritiers du bénéficiaire décédé? Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'autres bénéficiaires? La solution diffère-t-elle selon que le bénéficiaire décède avant ou après le décès de l'assuré? Les difficultés et les différentes hypothèses qui peuvent être rencontrées vont d'abord nous être exposées par Claire. Tout d'abord, cela peut paraître évident, mais il faut rappeler que pour percevoir le capital d'essai d'un contrat d'assurance vie, 3 conditions cumulatives sont nécessaires. Être désigné bénéficiaire du contrat, être en vie au moment du décès et accepter le bénéfice du contrat, avant ou après le décès de l'assuré. Alors, que se passe-t-il lorsque le bénéficiaire désigné vient à décéder? Au regard des règles édictées par le Code des assurances et des principes énoncés par la Cour de cassation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il convient de distinguer 2 grandes hypothèses: le décès du bénéficiaire avant le souscripteur et le décès du bénéficiaire après le souscripteur. Alors, que se passe-t-il avec cette première hypothèse que nous allons aborder, qui est donc celle du décès du bénéficiaire avant le souscripteur? C'est le cas le plus simple. L'article L132.9 du Code des assurances détermine les droits des héritiers d'un bénéficiaire décédé avant l'adhérent, puisqu'il précise que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente, à moins que le contraire résulte des termes de la stipulation. Il en découle que, sauf stipulation expresse, le capital doit être partagé entre les seuls bénéficiaires vivants au jour du décès de l'assuré. La Cour de cassation l'a confirmé en 2005 en déclarant qu'en l'absence de toute clause de représentation, les héritiers du bénéficiaire prédécédé ne viennent pas en concours avec les bénéficiaires survivants. Lorsqu'il n'existe pas d'autres bénéficiaires en sous-ordre, le bénéfice du contrat sera réintégré dans la succession de l'assuré conformément à l'article L132.11 du Code des assurances qui énonce que lorsque l'assurance a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Au final, ce sont donc les héritiers de l'assuré qui percevront les capitaux d'essai, mais dans le cadre du règlement de la succession. Effectivement, la solution est assez simple et on voit toute l'importance de prévoir la représentation, lorsqu'on le souhaite, ou des bénéficiaires à défaut pour éviter la réintégration du capital d'essai dans la succession de l'assuré. Et que se passe-t-il alors en cas de décès du bénéficiaire après l'adhérent, Pierre-Christian? Alors, le Code des assurances n'envisage que l'hypothèse d'un décès d'un bénéficiaire avant celui du souscripteur. Il ne prévoit pas le cas du bénéficiaire qui vient à décéder après le souscripteur. Il appartenait donc à la jurisprudence et spécialement à la Cour de cassation de répondre à la question de savoir à qui des bénéficiaires subsidiaires ou des héritiers du bénéficiaire décédé doit revenir le capital assuré. Dans cette hypothèse, 2 cas de figure sont possibles selon que le bénéficiaire avait ou non accepté le bénéfice du contrat avant son décès. Alors, que se passe-t-il si le bénéficiaire survit à l'assuré, accepte, mais décède avant le versement du capital d'essai par l'assureur? Alors, dans ce cas, il n'y a pas de débat. Les capitaux sont réputés avoir été versés au bénéficiaire décédé. La fiscalité de l'assurance vie va donc s'appliquer le cas échéant comme si les fonds étaient versés au bénéficiaire. Puis les capitaux étant rentrés dans la succession dans son patrimoine, ils vont être versés aux héritiers du bénéficiaire décédé conformément à la dévolution successorale, après assujettissement au droit de succession s'il y a lieu. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la réponse récente ministérielle Mello du 14 septembre 2010.
Alors, que se passe-t-il si le bénéficiaire décède après l'assuré, mais sans avoir accepté le bénéfice du contrat? Alors, dans ce cas, s'il existe dans la clause d'autres bénéficiaires de même rang ou des bénéficiaires subsidiaires, les capitaux doivent leur être alloués par préférence aux héritiers du bénéficiaire décédé. En revanche, s'il n'existe pas d'autres bénéficiaires, ce sont alors les héritiers du bénéficiaire décédé qui vont percevoir les capitaux directement en qualité de bénéficiaires. Ici, les capitaux n'entrent donc pas dans la succession du bénéficiaire décédé et les sommes seront versées directement par l'assureur aux héritiers du bénéficiaire après application de la fiscalité applicable à l'assurance vie. Donc, quel est le fondement de cette solution, Pierre-Christian? Alors, cette solution dérive de la jurisprudence de la Cour de cassation. On peut expliquer ces solutions en commençant par un arrêt de la Cour de cassation de 92 qui a jugé que si le bénéficiaire d'un contrat prévoyant le versement d'une prestation en décès de l'assuré décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient non pas à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire. Cette solution, bien que vivement critiquée, a été confirmée à l'occasion d'un arrêt du 9 juin 1998, qui indique par un attendu de principe que si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, mais avant d'avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant souscripteur d'une assurance sur la vie a désigné outre ce bénéficiaire des bénéficiaires en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers du premier nommé. Or, un autre arrêt du 23 octobre 2008 a pu, à première vue en tout cas, au moins, paraître en opposition avec cette jurisprudence, mais en réalité, il a été considéré, au vu de la rédaction de la clause, qu'il y avait en l'espèce deux stipulations pour autrui distinctes, ce qui conduit à penser qu'il n'y a pas eu de revirement de jurisprudence. Alors là, c'est intéressant. C'est le cas de Madame Henriette. Madame Henriette a 2 enfants, appelons-les X et Y, souscrit un contrat d'assurance vie et rédige la désignation suivante: mes enfants X et Y par parts égales, à défaut, les descendants. Et puis donc, Henriette décède et quelques temps après son décès, quelques mois après son décès, l'un de ses enfants X décède également avant d'avoir accepté le bénéfice du contrat. La compagnie, au moment du règlement, regarde la désignation bénéficiaire, constate qu'il ne reste plus qu'un seul assuré bénéficiaire en vie, un seul bénéficiaire en vie, donc Y, que la représentation n'était pas prévue et règle donc la totalité des capitaux à l'enfant survivant Y. Évidemment, les enfants de X ne l'entendent pas tout à fait de cette oreille et estiment à ce moment-là qu'ils auraient dû percevoir la moitié qui aurait été versée à X s'il avait été vivant. Donc ils attaquent et ils assignent la compagnie d'assurance, qui elle-même assigne évidemment Y, et la Cour d'appel confirme la position de la compagnie d'assurance en disant effectivement la représentation n'était pas prévue, il y a donc lieu de payer la totalité des capitaux à Y. La Cour de cassation casse cet arrêt en estimant qu'il y avait en fait 2 stipulations pour autrui distinctes, un petit peu comme s'il y avait eu 2 contrats d'assurance, un contrat d'assurance pour la moitié des sommes versées qui iraient au bénéfice de X et un autre contrat pour l'autre moitié au bénéfice de Y. Alors la rédaction de la clause bénéficiaire était sans doute très mal rédigée puisque à défaut les descendants étaient quelque chose de relativement flou. S'agissait-il éventuellement de tenir compte d'une sorte de représentation en disant que si l'un des bénéficiaires était prédécédé, les descendants de ce bénéficiaire le remplaçaient? C'est en tout cas sur ce cas d'espèce ce qu'a estimé la Cour de cassation, ce qui nous semble être un arrêt d'équité, mais pas nécessairement un arrêt fondamental, puisque quelques semaines après, la Cour de cassation a été amenée à confirmer sa position lors du décès d'un bénéficiaire avant acceptation. Alors Claire, tu essayes de nous faire un petit résumé de tout ça? Oui, donc en résumé, en cas de décès du bénéficiaire après l'assuré, mais avant acceptation, le principe jurisprudentiel est confirmé par la réponse ministérielle Mello du 14 septembre dernier est et reste donc la transmission du bénéfice de la stipulation pour autrui aux héritiers du bénéficiaire désigné. Il n'y a d'exception que lorsque des bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre ont été désignés. En d'autres termes, on présume que le souscripteur a préféré les bénéficiaires subsidiaires aux héritiers du bénéficiaire décédé avant d'avoir accepté, sauf s'il a manifesté une volonté contraire. D'accord. Donc, on sait maintenant à qui doivent revenir les capitaux en cas de décès d'un bénéficiaire et on ne dira jamais assez combien il faut être prudent et précis dans la rédaction de sa clause bénéficiaire pour éviter tout problème d'interprétation au moment du dénouement, par exemple en prévoyant la représentation ou des bénéficiaires subséquents. Il faut donc, pour cela, toujours s'enquérir de la volonté du souscripteur.
Voilà, notre IFA News est maintenant terminée. Merci Claire, merci Pierre-Christian. Et puis on se retrouve quant à nous le mois prochain. Ciao, ciao.